Quand j'ai appris que UBS était une banque engagée dans l'investissement responsable, j'ai souhaité en savoir un peu plus. Car investir l'argent que j'ai mis de côté, pourquoi pas? Mais à condition que ce soit pour l'environnement, l'éducation ou les énergies renouvelables. Bref, des investissements qui vont dans le sens de mes valeurs. Alors oui, vous allez me dire, toutes les entreprises se mettent à l'investissement responsable maintenant, c'est la mode. C'est vrai, mais UBS, c'est une banque qui s'engage sur ces questions qui rythment notre quotidien depuis les années 50. Grâce à eux, je trouve enfin des réponses optimistes aux enjeux de demain. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. On a un gros programme aujourd'hui avec la WWDC d'Apple. Il y a beaucoup de news, des importantes, des moins importantes, des révolutionnaires, en tout cas qui vont changer beaucoup de choses pour Apple. Et puis, on a aussi des news sur Microsoft et Mixer, Nintendo, l'Internet par satellite, des robots, plein de choses super intéressantes. Et je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, enfin, on va pas parler de politique ou de sujets compliqués ou de sujets difficiles. On va uniquement parler de notre guerre de cloches, non, notre guerre de clochers, de chapelle, un truc religieux entre Android et iOS, mais juste avec un esprit bon enfant comme toujours. Je suis Patrick Béja et je suis vraiment heureux de vous retrouver pour cet épisode super gadget. Ça faisait longtemps et ça me manque. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous, 1 heure environ. Je dis nous parce que je ne suis pas seul. Je suis accompagné de Gaël Girardot qui se joint à nous. Comment ça va, Gaël ? Salut Patrick, écoute, super contente aussi d'être là, ravie, et puis j'ai l'impression que c'est Noël avant Noël, on va parler plein de gadgets, donc écoute, très enthousiaste. Je suis curieux de savoir quel regard tu vas porter sur toutes ces nouveautés de chez Apple, parce que la WWDC, c'est la Worldwide Developer Conference, qui est évidemment consacrée aux développeurs, donc les mises à jour des systèmes d'exploitation qui vont arriver à l'automne prochain, et c'est des choses qui sont peut-être très excitantes pour les gros geeks comme moi. Je suis pas sûr de l'effet que ça a sur des utilisateurs normaux, sur des gens qui sont pas surexcités comme toi, mais on va le découvrir. Moi, il y a des choses qui m'ont fait sauter de joie. On verra si sur toi ça a le même genre d'effet, quoi. Je vais faire l'utilisateur lambda, c'est bien moi. Tu vas pouvoir tout tester, voir les réactions en live. Super. Avant de se lancer, évidemment, on va quand même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, et notamment Christophe L, Olivier Bouvet, Julie Momoko, Laurent JRS, Tony, David Fontaine, Daniel Streng, Justin Martin et Enfalon. Merci à vous tous. Patreon.com/rdvtech si vous appréciez l'émission. C'est comme ça que vous pouvez soutenir. Et moi, j'apprécie votre soutien, évidemment, puisque c'est grâce à vous que l'émission existe pour tout le monde. Alors, WWDC, le rendez-vous annuel d'Apple où ils annoncent toutes leurs nouveautés software. On a généralement 1 ou 2 rendez-vous à l'automne où ils annoncent les nouveaux iPhones, qui est un gros rendez-vous bien sûr, mais là c'est le moment où on découvre ce qu'ils nous préparent pour les systèmes d'exploitation et donc qui va influencer tous leurs téléphones, et en tout cas ceux qui pourront être mis à jour. D'ailleurs sur ce point on n'a pas de précision super précise, mais je dis téléphone, c'est presque un défaut de langage, parce que si les téléphones sont les appareils les plus importants chez Apple désormais, bien sûr la WWDC couvre iOS, donc pour les téléphones, iPadOS pour les tablettes, WatchOS pour les montres, mais aussi évidemment macOS pour les ordinateurs portables, et on va voir qu'il y a eu des annonces un petit peu matérielles là-dessus, les AirPods, la vie privée, plein d'autres choses comme ça, même l'Apple TV. Et je te propose qu'on se lance immédiatement, Gaël, parce qu'il y a de la matière, donc allons-y. Première chose... Allez, jetons-nous dans le grand bain. Ouais. Première chose, la forme était vraiment sympa. Évidemment, dans les circonstances actuelles, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils faisaient d'habitude, c'est-à-dire une présentation sur scène avec un public, et donc ils ont diffusé une vidéo préenregistrée qui était vraiment cool. Le rythme était bon, il y avait plein d'annonces, et puis surtout, c'était un truc dynamique, marrant quand même, un petit peu dad jokes cheesy, un petit peu malaisant parfois, comme on les aime avec les blagues de Craig Federighi, mais
avec un rythme super soutenu. Je vous encouragerai même à aller regarder la vidéo par vous-même, elle est disponible sur YouTube. La première heure, en tout cas, c'était vraiment sympa à regarder. Et je suspecte que ça va être un modèle pour les diffusions de ce type, de la même manière que les conférences qu'a initié Steve Jobs sur scène comme spectacle public sont devenues un modèle pour toutes les sociétés de l'industrie. Je pense que ce modèle va être copié et suivi pour toutes les sociétés qui vont faire des diffusions pas en direct, parce qu'elles risquent de se multiplier à l'avenir. Ça fait penser un petit peu à la manière dont Nintendo a standardisé les Nintendo Direct, donc une présentation directe à leurs fans, plutôt que de passer par les médias. Et ben là, je pense qu'il va y avoir de la même manière une adoption de ce type de format pré-filmé avec des transitions sympas, etc., des petites blagues. Bref, ça m'a vraiment séduit. Et ça m'a en partie séduit. Surtout qu'ils ont dû faire ça de façon très rapide, ils ont dû se réadapter très rapidement. Donc tu peux imaginer que même la prochaine fois, ce sera encore plus travaillé et encore meilleur. C'est vrai que là, ils ont eu peut-être 2-3 mois pour se préparer, depuis qu'on savait que les événements publics allaient être difficiles à tenir. Et la qualité de production est à des années-lumière de ce qu'on a vu par ailleurs. Vraiment, c'est pas juste une personne devant un écran, il y a différents lieux, des transitions, des animations, etc. Et la qualité de production est digne d'Apple. Mais tu as raison, ils ont dû faire ça en 2-3 mois. On peut imaginer que s'ils doivent le refaire, alors on n'est pas encore sûr, mais s'ils doivent le refaire de cette manière, ça sera encore mieux fini, quoi. Ça t'a plu, toi? T'as vu quelques extraits de la conf? J'ai vu quelques extraits. J'avoue que j'ai pas tout regardé, j'ai pas eu le temps. C'est effectivement un peu long, mais j'ai regardé l'intro et non, c'est, enfin, comme tu dis, je pense que ça, ils arrivent à y mettre une énergie qui est assez intéressante. C'était effectivement 2 heures hier dans la soirée. Donc là, on vous livre nos impressions dès le lendemain matin. Et donc, rentrons dans le cœur du sujet. Le plus gros morceau au niveau logiciel, iOS 14, avec pas mal de modifications de l'interface. Et je dirais, pour résumer, qu'en particulier sur iOS, le thème, c'est un peu les fonctionnalités qui existaient déjà chez Android à la sauce Apple. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont entendre parler de ces fonctionnalités et qui vont dire « on a ça sur Android depuis longtemps ». Et évidemment, ils ont raison. C'est vrai qu'à ce stade, ça fait une dizaine d'années que les OS Android et iOS sont en développement, donc on commence à avoir une convergence de fonctionnalités. Mais comme toujours, quand l'un copie l'autre, ils le font à leur sauce. Et là, la copie sur iOS est vraiment faite à la sauce Apple. On a une bonne sauce pomme qui est badigeonnée sur toutes ces fonctionnalités. Et ce que ça veut dire chez Apple, c'est plus d'automatisation, peut-être un petit peu moins de contrôle, mais plus de facilité. Pour les fonctionnalités en question, on a l'arrivée d'une sorte de app drawer, de tiroir d'applications, qui n'est pas juste un tiroir où toutes nos applications sont rangées comme sur iOS et on choisit celle qu'on va mettre sur notre écran d'accueil. C'est que l'écran d'accueil, il est déjà là avec ses multiples pages et on peut choisir, parce que souvent, quand on est un utilisateur d'iOS, on a sur notre iPhone genre 1 ou 2 pages dont on sait ce qu'il y a dessus et puis les pages suivantes, c'est un petit peu le bordel où on a mis les trucs dont on sert pas trop, et ben là, on peut choisir les pages qui vont être organisées en librairie automatique. Donc, on va dire, la première et la deuxième, on l'organise comme nous on veut, et toutes les suivantes, en fait, elles sont réunies en librairie, classées par catégorie et par utilisation récente, et c'est Apple qui fait tout ça comme une sorte de tiroir d'app où on a tout ce foutoir, mais qui est plus facile à retrouver et à utiliser. Donc, c'est une organisation qui est bien pratique. On a les widgets qui existent sur l'écran de gauche depuis longtemps, mais là qu'on va pouvoir installer sur l'écran d'accueil, de la même manière qu'on peut le faire sur Android depuis longtemps, avec une différente taille. Donc là aussi, il y a une petite saveur de la pomme qui est que il y a une version
qui s'appelle Smart Stack, qui va mettre plusieurs widgets l'une sur l'autre, sur lesquels on va pouvoir scroller, mais que le système va décider de laquelle afficher à quel moment. A priori, ça sera celle dont vous aurez besoin. C'est une facilité d'utilisation là encore. Le Picture-in-Picture, donc si vous lancez une vidéo, vous pouvez sortir de l'app et la vidéo va être disponible sur l'écran, comme c'était déjà le cas sur iPad, là encore comme c'est le cas sur Android. Sur iPad, c'était pas disponible pour YouTube, mais selon les premiers échos que j'ai eus, c'est disponible sur YouTube, sur la version d'iOS. Alors à voir si YouTube ne veut pas se réserver l'utilisation et va pas la retirer. Donc on verra ça. C'est surtout pour YouTube que c'est intéressant, mais bon, ça peut être utile pour d'autres utilisations aussi, bien sûr pour des trucs comme Netflix, etc. Les messages sont amenés à un niveau de modernité qui est un peu plus comparable aux applications de messages tierces, comme WhatsApp, Messenger, etc. de Facebook ou d'autres. Il y a des messages qu'on peut accrocher en haut, si on les utilise souvent. On a plus de Memoji, on peut mentionner les personnes. Il y a des threads pour les réponses, on peut donner un nom et une photo à un groupe, etc. Toutes ces utilisations, parce que beaucoup de gens utilisent les iMessage comme leur système de communication par défaut. D'ailleurs, ce qui peut poser des problèmes si on n'a pas un iPhone, on peut se sentir exclu du groupe. Je suis sûr que tu as ce genre d'histoire chez les enfants, Gaël, quand tu parles avec eux. Mais donc, c'est une mise à jour. Il y a des mises à jour je vais aller un petit peu plus vite, des mises à jour pour les cartes, Maps donc, avec beaucoup de focalisation sur le vélo et sur les favoris. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui s'appellent pour CarPlay et pour CarKey. Donc les clés de voiture sont incluses dans votre téléphone et j'avoue qu'au départ je me disais c'est une fonctionnalité qui est pas vraiment intéressante, j'ai pas envie d'avoir ma clé de voiture dans mon téléphone parce que ça fait un truc de plus qui peut être perdu si j'ai mon téléphone, mais ils ont bien vendu leur truc. On peut ouvrir par NFC et bientôt simplement par proximité, donc sans même avoir besoin de mettre le téléphone sur la poignée de la voiture, et puis surtout on peut partager l'accès de la voiture à une autre personne qui a un iPhone. C'est très privé, très sécurisé, puisque c'est l'un des chevaux de bataille d'Apple, la sécurité et la vie privée. En gros, les fonctionnalités font que je me suis dit, alors que j'étais très réfractaire, ah bah oui, peut-être pas mal. Et puis enfin, la dernière fonctionnalité, c'est les app clips, qui sont un petit peu comparables là encore aux app slice d'Android, qui sont des petits morceaux d'app qui sont utilisables de manière plus flexible, sauf que là encore, c'est une utilisation qui est intéressante à la sauce Apple. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un environnement où vous pourriez avoir besoin d'une app, peut-être une chaîne de café, de magasins de café, où vous pouvez payer ou faire des réservations spécifiques avec une app, mais vous n'avez pas envie de downloader l'app juste pour les 2 fois où vous allez y aller, pour payer un parking, pour avoir une information sur un monument, ce genre de choses, vous approchez avec une sorte de petit QR code ou peut-être même en NFC, vous approchez de votre téléphone, ça va faire apparaître une mini-app qui va vous permettre d'utiliser Apple Pay, par exemple, pour régler quelque chose. Alors évidemment, ça marche qu'avec Apple Pay, et donc Apple se prend sa commission, donc ça peut limiter l'usage pour les développeurs, mais c'est tellement facile, on n'a pas besoin de télécharger l'app et on a la possibilité de voir les toutes dernières app clip qu'on a utilisées. Donc on ne télécharge pas l'app, mais il y a quand même un petit historique et elles disparaissent au bout d'un moment. C'est hyper pratique pour toutes ces fonctionnalités, pour tous ces cas d'usage qui vont faire qu'on n'a pas besoin de télécharger l'app. Donc entre App Library, Widget, App Clip, les mises à jour pour messages, les mises à jour pour Maps, le Picture-in-Picture, le CarKey, et il y a des mises à jour pour CarPlay aussi, je trouve que c'est une mise à jour super solide d'iOS et il y a plein de trucs que j'ai hâte d'aller utiliser par moi-même. Donc voilà, premier morceau iOS, les mises à jour pour iPhone. On ne sait pas sur lesquelles ça sera disponible encore, mais les mises à jour pour iPhone, il y a quand même des trucs cool, Gaël, que tu as hâte d'utiliser sur ton tout nouvel iPhone 11, non ? Exactement, mais j'ai tellement hâte sur tout ce qui est pour la voiture. Alors ça paraît bizarre, mais en fait le fait de se dire que t'as plus besoin. Mais attends, tu connais les sacs de filles et chercher les clés de la voiture dans un sac de filles. Alors que ton téléphone, tu l'as toujours avec toi, tu l'as toujours à la main, c'est merveilleux.
Non, plus sérieusement, effectivement, j'ai le sentiment qu'il y a plein de belles choses. Quand tu vois la tête des écrans, ils ont l'air, ça a l'air, la page d'accueil a l'air très sympa. Et surtout, en fait, j'ai l'impression qu'on va être encore de plus en plus dépendant de notre téléphone, en fait. C'est exactement le but d'Apple, ouais, c'est sûr. Hein? Donc écoute, en plus, il y a maman qui range ta chambre quand t'as pas rangé tes apps, donc c'est parfait. T'auras même plus besoin de ranger. Mais c'est exactement ça, Apple, en fait, c'est le papa et la Maman, maman qui rangent les trucs. tout pour toi. Je suis offensé par ce que tu dis, parce que c'est plutôt moi qui range les jouets du petit plutôt que ma femme. Donc les papas aussi, ils rangent. Pardon, tu as raison, la nouvelle génération de papa, du coup. Donc papa et maman qui s'occupent de toi et c'est Apple. Ouais, non, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Et c'est le point fort et le point faible d'Apple, parce qu'il y a des gens qui trouvent ça insupportable, qui veulent tout ranger comme ils le souhaitent exactement au pixel près. Et il y a des gens qui sont peut-être un petit peu plus bordéliques, qui sont bien contents de déléguer ça à Apple. Je suis curieux du coup pour le car key. Alors évidemment, ça ne sera pas sur votre voiture existante, il faudra que ça soit implémenté par les constructeurs, donc c'est pas pour tout de suite et pas pour tous les modèles. Mais je suis surpris que tu me dises que effectivement tu serais prête à livrer à Apple la gestion de ton accès à ta voiture, quoi. Bah oui, parce que à partir du moment où après c'est une question de confiance, c'est de te dire ok c'est sécurisé, pas sécurisé, voilà donc de toute façon tu pars du principe que c'est sécurisé. Et si ça l'est, je trouve qu'en termes d'usage, c'est génial. Tu poses ta voiture quelque part, quelqu'un d'autre peut la récupérer. Imagine pour les locations de voitures, Ouais. pour les partages de voitures, c'est extraordinaire. Tu peux Mais vraiment te dire que finalement, tu n'as plus besoin d'avoir 2 voitures dans une famille. Tu peux en avoir une, il y en a un qui l'a déposée, l'autre la récupère. Tu as pas besoin d'avoir plein de clés différentes. Non, je moi, trouve ça chouette. oui, c'est vrai que plein de clés différentes, ça peut être pratique de pas en avoir. J'ai tendance à me dire, oui, mais du coup, si on perd le téléphone, qu'est-ce qu'on fait? Mais en même temps, si on perd les clés de la voiture, qu'est-ce qu'on fait? C'est Bon, pareil, alors qu'en plus tu peux racheter un téléphone, tu prends un ordinateur, à mon avis tu dois pouvoir remettre j'en sais rien, il y a peut-être moyen avec ton oui, oui, compte c'est de ça. Si ouais, tu peux restaurer je effectivement. crois que À c'est le mon cas. avis, ouais. Si tu restaures ton compte sur un autre téléphone, à mon avis tu récupères ta voiture. C'est ça, ouais, Encore mieux sans que doute. quand tu perds tes clés. Donc quand tu perds ton téléphone, enfin quand tu perds ton téléphone, si tu dois aller quelque part urgemment, eh ben, il te suffit de racheter un téléphone pour ouvrir ta voiture. C'est super simple. Voilà, Bon, un sachant iPhone, que franchement, ça fait un peu cher quoi. c'est vrai, sachant qu'on a évidemment le choix les constructeurs auront le choix de vous donner la clé aussi. Hein. C'est pas non plus, c'est pas fromage ou dessert. Vous pouvez avoir les deux, j'en suis sûr. Euh, Au niveau, effectivement, widget, c'est plutôt cool. L'organisation des widgets, c'est vraiment pas mal foutu. Et ça va énormément changer l'utilisation des téléphones. On va enfin avoir ces aspects pratiques qu'ont les utilisateurs d'Android depuis longtemps. Donc, bon, on va laisser iOS de côté. Il y aurait énormément de choses à dire encore, mais dans l'ensemble, moi, je suis très content de cette mise à jour. Passons à iPadOS. Évidemment, iPadOS bénéficie de toutes les fonctionnalités de iOS. Ils ont aussi des fonctionnalités qui se retrouvent aussi sur iOS. Ils ont un petit peu partagé les fonctionnalités entre les deux en fonction de où c'était le plus intéressant. D'une part, une recherche universelle qui ressemble à Spotlight pour Mac, pour ceux qui connaissent. Siri, dont l'UI devient un petit peu plus petite et moins envahissante. C'est le cas aussi pour les appels. On a pour les appels simplement une petite alerte qui descend du haut de l'écran. Ça, c'est très bienvenu et il était temps, je dirais. On a également, plus spécifiquement à l'iPad, une fonctionnalité qui permet d'utiliser le pencil beaucoup plus. C'est-à-dire que d'une part, on peut écrire absolument partout. Là où il y a un champ de texte, on n'a pas besoin de sortir le clavier virtuel ou le vrai clavier. On peut écrire dans n'importe quel champ de texte avec le pencil. Vous me direz, ça serait peut-être un truc qui aurait dû exister depuis longtemps, mais on a aussi la sélection de mots écrits par le pencil, de mots ou de phrases, et la copie, le copier-coller de mots et de phrases écrits au pencil. On peut mettre des espaces beaucoup plus facilement en écrivant avec le pencil, etc., etc. Donc en gros, on peut utiliser un iPad avec le pencil sans
en ayant beaucoup moins besoin de se reposer également sur le clavier. Jusqu'à maintenant, on était souvent en train de jongler entre les deux si on voulait utiliser le pencil. Et là, on pourra beaucoup plus se reposer sur le stylet, donc pour parler en français, et ça change un petit peu l'utilisation de l'iPad pour ceux qui utilisent cet accessoire. Moi, j'ai pensé à Jérôme Kainborg, notre ami, qui, je crois, était en train de faire des crises d'apoplexie devant le live quand il a vu ça. Il l'utilise beaucoup avec le pencil. Et moi, du coup, je l'utilisais pas du tout le pencil, justement, parce que ça fonctionnait très mal. C'est vrai? Sur ton iPad, tu choisissais de ne pas l'utiliser? Au final, j'en trouvais pas l'usage. Donc, écoute, hâte d'essayer, voir si ça revient ou pas. Ça veut dire que tu serais prête à utiliser ta tablette uniquement avec un pencil si tu peux l'utiliser sans avoir recours au clavier, quoi. Oui, et avoir le clavier quand c'est vraiment nécessaire. Ben voilà, donc c'est marrant parce que l'iPad, même s'il devient plus versatile et peut être utilisé un petit peu plus grâce au clavier comme un ordinateur classique, il a aussi sa branche utilisation au stylet qui est plus valide, elle aussi. Donc c'est un appareil qui est vraiment multiforme, on va dire. AirPods, vous pensiez peut-être pas qu'il y aurait une mise à jour sur les AirPods dans cette conférence, et non seulement il y a une mise à jour, mais en plus elle est plutôt enthousiasmante. D'une part, on a le switch, le passage à d'autres appareils automatiques si... Pardon, si on écoute l'audio, si on écoute quelque chose sur un appareil et qu'on commence à écouter sur un autre, les AirPods vont passer de l'un à l'autre tout seuls. Bon, alors ça veut dire que il faut faire attention à ce que quelqu'un d'autre n'aille pas utiliser l'iPad pendant qu'on est en train d'utiliser le téléphone si on est sur le même compte, parce que du coup on va espionner ce qu'ils sont en train d'écouter. Peut-être que ça peut être pratique pour espionner ce que font les enfants. Moi, je dis ça comme ça. Et surtout, c'est moche. Ouais, je me sens un petit peu sale quand même en le disant. Mais surtout pour les AirPods Pro, donc uniquement pour ces modèles-là, on a une mise à jour qui va amener l'audio en surround, l'audio spatialisé, qui permet d'avoir, en fonction de la manière... Alors, ça repère avec l'accéléromètre comment on bouge la tête, comment l'appareil sur lequel on est en train de regarder bouge pour ne pas changer les sources audio, mais on a une émulation du surround 5.1, 7.1 et Dolby Atmos. Et les AirPods les AirPods Pro en particulier, qui sont un appareil qui est franchement pas mal avec la suppression de bruit, si on a un vrai surround simulé qui fonctionne pas trop mal, ça devient des appareils vraiment d'une qualité assez surprenante, quoi, parce que tous les avantages des AirPods plus le son surround, on les a toujours dans les oreilles. Moi qui suis un grand amateur, je peux vous dire que ça m'enthousiasme énormément, cette annonce. Donc voilà, pour les AirPods, c'est un peu plus modeste comme mise à jour, mais quand même. Ça a son utilité. Tu as des AirPods, toi ? Alors pas du tout, je vais rentrer dans le domaine de l'intime. Je crois que j'ai des oreilles qui ne tiennent pas les AirPods. Ah, mais c'est pour ça qu'il faut les AirPods. Ça tient pas dans mes oreilles. C'est pour ça. Du coup, je suis obligée d'avoir des écouteurs bien spécifiques. J'ai trouvé qu'une seule marque qui convient à mes oreilles. Je sais pas. Je crois que j'ai les oreilles de Monsieur Spock, un truc. Non, mais tu as des oreilles mal formées selon Apple, qui ne correspondent pas aux bonnes formes d'oreilles qu'approuve Apple. Donc c'est pas grave, il faut juste que tu mettes quelques dizaines d'euros de plus pour acheter les AirPods Pro qui, eux, ont des petits embouts en silicone qui rentrent dans toutes les oreilles. Et donc, tu pourras apprécier le plaisir des AirPods Pro. J'ai des oreilles VIP, c'est ça qui va le plus cher. C'est ça, exactement. WatchOS, c'était une mise à jour assez attendue, en particulier avec le sleep tracking, donc le tracking du sommeil, qui était une fonctionnalité qu'ils ont un petit peu moins mise en avant qu'on aurait pu penser, mais qui est quand même présente. Alors, il y a des fonctionnalités sur les watch face, comme un nouveau tachymètre sur le chronographe, sur la face chronographe. Il y a une watch face avec extra large, on a juste une complication qui s'affiche en gros sur l'écran de la montre. On peut partager les watch face, les concevoir soi-même et les partager. Alors les partager sur un App Store, entre amis, en les envoyant par message, sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est franchement pas trop mal parce que les watch face mettent
beaucoup de temps à configurer et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'emmerdent pas à le faire, il y a tellement de complications sur les watch face. Il y a pour les exercices une nouvelle fonctionnalité pour suivre la danse, et la danse, alors que ça soit de la danse vraiment d'exercice ou simplement de la danse normale, ça repère la différence entre quand on bouge les jambes et quand on bouge les bras. C'est pas trop mal foutu. Il y a donc la fonctionnalité de sommeil dont je parlais tout à l'heure, qui est plus modeste que ce qu'on pensait. Il y a quand même un ensemble de l'écosystème Apple qui est mis à contribution, c'est-à-dire que ça va mettre en place, quand on initie le début du sommeil, ça va mettre en place tout ce qui est ne pas déranger, son plus doux, etc., etc. Ça vous amène petit à petit vers le sommeil, puis ça va traquer votre sommeil avec les micro-mouvements, les tendances sur les plusieurs jours, etc., etc. Et évidemment, ça veut dire qu'il faut trouver un autre moment que la nuit pour charger sa montre. Je pense que si on la met, c'est possible quand on va prendre la douche. Il y a plein de gens qui voudront pas le faire comme ça. Mais bon, c'est quand même possible de l'utiliser de cette manière. Après, si vous ne souhaitez pas le faire, je comprends. Moi, je crois que je vais au moins tester la fonction suivi du sommeil parce que je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Et puis, il y a des trucs marrants comme le réveil avec une douce vibration haptique sur la main, quelque chose comme ça. Bon, on verra ce que ça donne. Et enfin, dernière fonctionnalité qui était pas du tout attendue, mais qui est assez intéressante, le suivi de lavage de mains. Alors, j'ai cru que tu allais l'oublier. Non, mais c'est incroyable ce truc. C'est incroyable. Et franchement, alors évidemment, c'est incroyable dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui avec la pandémie, mais deux choses. Ça serait sorti il y a 2 ans, on n'aurait pas compris. Hein. Mais complètement. Et là, tout à coup, on se dit, mais quoi ? Il y a deux éléments. D'une part, le niveau technique. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils captent des mouvements qu'ils estiment pouvoir être des mouvements de lavage de main avec le détecteur de mouvement de la montre, et ensuite, ils confirment ça avec le son, c'est-à-dire qu'ils ouvrent le micro, et s'ils entendent des trucs qui ressemblent à de l'eau qui coule, eh ben ils disent « Ah bah ouais, il est effectivement en train, ou elle est effectivement en train de se laver les mains », et donc ils vont faire une petite vibration et vous indiquer combien de temps il faut se laver les mains, et puis suivre si vous êtes lavé les mains plusieurs fois par jour, etc., etc. Alors, je vais te laisser dire ce que tu en penses, parce que je crois que tu es assez enthousiaste aussi, mais moi, j'ai trouvé ça fou. Je trouve ça très, très rigolo. Tu vois, je vais même pouvoir contrôler si tes gamins se lavent bien les mains. Formidable. Ça, je ne sais pas si on pourra avoir le contrôle dessus quand même, mais peut-être. Non, je rigole. Non, moi je suis très fan. J'ai une watch aussi et le seul gros défaut de la watch, c'est évidemment la batterie. Donc du coup, je t'avoue que je me pose la question pour le suivi de sommeil, est-ce que je vais le tester ou pas, parce que c'est vraiment le moment où tu la recharges. Donc quand est-ce que tu la recharges sinon mais non, sinon ça a l'air plutôt super positif. Sur les sports aussi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les nouveaux sports. Ils parlent d'autres nouveaux sports que la danse, donc j'ai pas regardé ce que c'était, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il va y avoir. Et puis le lavage de main, écoute, c'est sympa. Peut-être qu'ils vont faire le lavage des dents bientôt avec Pourquoi pas ? C'est vrai que ça serait possible. Il faudrait mettre la montre sur la main avec laquelle on se lave les dents. Il y a déjà une application Pokémon de Nintendo pour ça, qui peut surveiller ça. Mais le lavage de main, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément uniquement pour la période de la pandémie du Covid-19. On sait que dans la période des grippes, c'est hyper important de se laver les mains, et ça peut vraiment réduire la diffusion, les épidémies de grippe. De la même manière, si on observe les mêmes précautions que pour le Covid-19, eh ben on pourrait ne plus avoir nos grippes régulièrement tous les ans, parce qu'il suffit de se laver les mains, de pas forcément serrer les mains à tout le monde, de pas forcément faire la bise, mais laver les mains, c'est hyper important. Donc ça pourrait avoir des belles conséquences sur la santé publique, quoi. Je sais pas, moi je trouve ça, c'était un petit peu mind blown, quoi. Ça a fait comme ça dans ma tête. Bon, ensuite... Non, du coup, tu te demandes ils étaient en train de le tester depuis longtemps, du coup, en fait. C'est ça qui est... Ou alors, est-ce qu'ils l'ont conçu en 2 mois, juste pour ça, ouais. Je sais pas. Ils ont fait un laïus sur la vie privée, avec toujours plus de contrôle sur les données de localisation, l'utilisation de la caméra et du micro, le fait que certaines applications vont devoir vous demander l'autorisation avant de vous traquer
sur des apps de tierce partie, donc des apps qui ne sont pas celles que vous utilisez à ce moment. Enfin, plein d'utilisations améliorer, plein de fonctionnalités améliorées pour la vie privée. Comme je le disais, c'est un petit peu l'un des chevaux de bataille d'Apple depuis quelques années. Il y a aussi de la vie privée dans l'App Store avec une sorte de tableau de compte-rendu de la vie privée de l'application que vous voulez télécharger, qui est très simple, avec les données auxquelles vous pouvez vous référer. Donc ça, c'est un truc qui est magnifique. Je trouve que c'est le genre de truc que les gouvernements auraient dû implémenter, mais c'est pas mal que Apple pousse le truc, et je suis sûr que les autres vont suivre et que Google va suivre aussi. Ils ont fait un laïus sur Home, donc la domotique, en rappelant qu'ils ont lancé une alliance avec Amazon et Google pour enfin avoir des standards, et là on y est, parce que s'il y a Apple, Amazon et Google ensemble, les trois géants de la domotique, et ben, ça veut dire que tout le monde va devoir s'y plier, donc on a une alliance qui va donner quelque chose. Plus de fonctionnalités, par exemple, pour adapter la lumière de vos ampoules connectées à la lumière du jour qui va changer pendant la journée, ça c'est assez sympa. Des options avec la caméra, les caméras et la reconnaissance faciale sur vos caméras connectées à votre maison, la possibilité de les projeter sur votre Apple TV, etc., etc. Donc ce genre de choses qui en intéressent certains. Et là, je crois que c'est Cédric Bonnet, notre ami, qui lui a fait une crise d'apoplexie pour toutes ces nouveautés de Home et de HomeKit. Apple TV, bon, il y a des fonctionnalités de fitness sur Apple TV, sur lesquels je vais passer parce que ça me concerne moins, et un trailer pour Foundation, le roman de Isaac Asimov, la série de romans de Isaac Asimov, de science-fiction totalement fondateur, sans mauvais jeu de mots, de la science-fiction moderne. C'est l'auteur qui a écrit Les robots, qui a fait les 3 lois de la robotique, pour ceux qui ne savent pas. Et Fondation, Apple a les droits, ils vont faire une série sur cette saga de science-fiction dont j'ai hyper hâte, mais bon, c'est plus... Ah ouais, j'ai vu la bande-annonce hier soir, justement. Elle est assez incroyable. Ouais, mais c'est tellement mythique, Fondation, je sais pas, c'est ma jeunesse, quoi. Ma jeunesse, c'était d'un côté Donjons et Dragons et de l'autre Isaac Asimov. Et ça, c'est autant... on va dire, pour rester dans la littérature, il y a pour l'heroic fantasy Tolkien, qui est le père de toute l'heroic fantasy moderne, et c'est Isaac Asimov qui est le père de toute la science-fiction moderne. Je grossis un petit peu le trait, mais du coup, voir Fondation en série arriver, alors je ne sais pas quand ça va arriver, mais peut-être à l'automne, c'est hyper excitant, quoi. Non, et puis, on l'avait déjà évoqué, mais moi je trouve que Apple TV, là, leurs productions sont de grande qualité. Donc, et puis quand tu vois la bande-annonce, ça a l'air de grande qualité aussi. Donc, ça promet. Ouais, bon, il y a une série tous les 3 mois, donc ça fait un petit peu le vide, mais quand il y en a une qui vient, on est excité, c'est vrai. Allez, on passe au dernier morceau, c'est macOS et Apple Silicon. Alors macOS, la mise à jour s'appelle Big Sur, et je ne vais pas faire très longtemps dessus parce que en gros, c'est une mise à jour de design qui rapproche, là aussi je grossis pas mal le trait, mais en gros, ça rapproche macOS de iOS au niveau du design, mais en gardant l'identité quand même de macOS. Il y a certaines fonctionnalités qui s'en rapprochent aussi. Il y a comment ça s'appelle ? Le centre de notification, le centre de contrôle qui ressemble plus à leur pendant iOS. Bon, c'est normal, ça rapproche les deux, et c'est quelque chose qui est pas si surprenant, mais ça reste quand même assez macOS. Il n'y a pas énormément... Enfin, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais on ne va pas trop s'attarder parce qu'il y a une chose beaucoup plus importante à traiter, c'est Apple Silicon. C'est la transition dont on entendait parler depuis plusieurs mois déjà, et peut-être même plus longtemps, la transition de tous leurs Mac à des processeurs non plus Intel, mais des processeurs Apple. Alors, à la base, c'est des processeurs de base ARM, mais Apple les travaille pour les customiser très spécifiquement. D'une manière générale, les processeurs qu'ils utilisent sont des processeurs qu'ils designent depuis longtemps pour leurs appareils mobiles et qui sont extrêmement performants pour des appareils mobiles. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont peu consommateurs d'énergie et très performants pour ce qui est de la mobilité.
Quand on a un appareil qui est soit un portable, un ordinateur portable qui a beaucoup de batterie, soit un ordinateur de bureau qui est carrément branché sur le courant, les contraintes ne sont pas les mêmes. Et les OS se sont développés en fonction de ces contraintes différentes. C'est-à-dire qu'ils sont souvent, d'une part, pour les OS eux-mêmes et pour les applications qui sont développées pour, beaucoup plus gourmandes en puissance, en performance, ce qui demande des processeurs de nature différente. Alors, est-ce que Apple va réussir à amener leurs processeurs au niveau nécessaire pour faire fonctionner toutes ces grosses applications ? Je crois qu'on ne le saura pas avant de les voir tourner directement sur les appareils. Ça va arriver très vite parce que les développeurs peuvent déjà commander des kits de développement avec des processeurs A12Z, donc même pas leur tout dernier processeur A13 et encore moins les processeurs A14 qui vont arriver en cours d'année. Donc, ils doivent avoir confiance quand même en leur processeur pour accomplir ces tâches. Mais ce qu'il faudra, en fait, c'est avoir, d'une part, les performances des applications gourmandes comme Final Cut ou Photoshop ou les jeux sur ces appareils, donc les comparer entre les appareils sous processeur Intel et les appareils sous processeur Apple. La transition va durer environ 2 ans. Dans 2 ans, toute leur gamme sera sous processeur Apple. Il y a bien sûr des outils de transition, des applications universelles qui vont fonctionner sur les 2 types de processeurs, des outils pour convertir les apps, des outils de virtualisation, etc., etc. Bon, c'est un petit peu plus un souci de développeur, mais pour les utilisateurs de Mac, ça veut dire quand même beaucoup de choses aussi. On peut détailler dans un instant, mais déjà ton impression sur cette transition, je ne sais pas si ça te parle, si tu as un cœur de développeuse, mais c'est un gros morceau, quoi. Alors j'entends l'intérêt pour tous ceux déjà qui sont sur Mac. J'avoue que c'est le seul truc sur lequel je suis pas. Je suis très Apple pour tout, sauf pour l'ordinateur, et je reste PC. Donc déjà j'ai pas Mac, donc je suis moins intéressée en tant qu'utilisatrice. Après, pour les devs, je vois tous les intérêts que ça peut avoir, et surtout en termes de, comme tu le disais, de consommation pour les applis. Ça va être super intéressant de voir la puissance. C'est surtout pour Intel. Je ne connais pas la part de marché, enfin la part que représente Apple pour Intel, mais c'est un gros. Ah bah Intel, j'imagine. Alors, c'est un gros morceau. Alors, Apple, c'est pas ils ont quand même un gros... Ça doit faire, je sais pas, 10% Apple des ventes de PC. Il y a AMD qui grignote du côté de la part de marché d'Intel sur les PC. Maintenant, Apple ne veut plus d'Intel sur ses appareils. Il va encore y avoir quelques mises à jour avec des processeurs Intel, mais ils sont sur la voie de la sortie. Pour Intel, c'est pas encore, ça sent pas encore le roussi parce qu'ils ont une grosse mainmise sur le marché, mais ils ont annoncé qu'ils allaient se ressaisir il y a déjà 1 an, donc ils sont au courant. Ils ont intérêt à ce que ça fonctionne parce que effectivement, ça augure d'un mouvement en fait. Hein, quand Apple commence, tu te dis. Et puis il y a AMD qui offre une alternative importante à Intel, et il y a également du côté de Microsoft une nouvelle version de Windows qui est prévue pour... Alors il y en a eu 12 des versions sous Windows, sous ARM, sous processeur ARM. Il y en a eu plein. Il y en a encore une nouvelle qui devrait arriver, c'est Windows 10 X, donc Windows 10.10, qui était prévu pour les appareils Surface Neo. Vous savez, l'appareil pliable, mais qui va arriver sur différents appareils à terme. Et donc, oui, Intel doit se ressaisir, parce que là, c'est pas tout de suite, mais à 5-10 ans, ça sent pas très très bon, quoi. Mais pour revenir à Apple, effectivement, pour les développeurs, ça va également vouloir dire qu'il y a une facilité à porter les applications iOS sur Mac, qu'en fait, les Mac vont lancer les applications iOS si le développeur le souhaite, sans souci. Alors après, il y a des questions d'interface à prendre en compte et d'adaptation d'interface à l'interface Mac, c'est-à-dire clavier-souris ou trackpad. Mais ça pose aussi la question de la différence entre les Mac et les iPads. Les Mac, en fait, la seule différence, c'est qu'ils n'ont pas d'écran tactile, au final. C'est la seule différence. Peut-être qu'à terme, ça va arriver. Mais là, il y a beaucoup de gens qui disaient la convergence entre les 2 OS. On n'y est pas encore, et peut-être qu'à terme, ça va arriver. Là, on n'y est clairement pas encore, parce que les usages sont un peu différents. Mais le rapprochement est indéniable.
la dernière chose sur la question de la puissance, c'est que j'ai peu de doutes que même avec les processeurs Apple, ils vont réussir à faire tourner les applications pour 90%, allez, pour 80% des usages. C'est-à-dire que ces processeurs sont tellement puissants aujourd'hui que pour tout ce qui est bureautique et usage classique, aucun problème. Là où la seule question qui se pose, et c'est une question importante, c'est pour les usages de professionnels qui ont des besoins de puissance. Je parlais de montage vidéo, de manipulation de photos, de jeux. Alors, les jeux sur Mac, pas forcément le truc le plus important qui soit, mais il n'empêche, il y aura les jeux iOS, mais d'ailleurs, la démo qu'il faisait, c'était une version de Tomb Raider qui m'a, moi, pas vraiment convaincu au niveau de la puissance graphique, de la fidélité graphique. Mais bon. Et justement, est-ce que les utilisateurs de Mac sont pas plus des gens qui font du montage photo, vidéo que écoute, sur un PC? Non, pas vraiment. Je crois qu'il y a beaucoup de gens sur PC. Il y a eu une période de creux sur PC et une période de creux sur Mac. Je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment les gens qui sont fans des deux. Sur PC, on va toujours pouvoir continuer, mais la question se pose sur Mac. La catégorie des gens... les Macs sont beaucoup utilisés, je ne sais pas, par des étudiants, par des... Je pense que la proportion d'utilisateurs de ce type est comparable sur les deux plateformes. Mais c'est quand même une proportion qui n'est pas négligeable. Et ces gens-là, disons que, pour être un petit peu optimiste, je crois qu'Apple n'initierait pas le mouvement s'ils ne pensaient pas que dans 2 ans, quand ils auront fini leur transition, il sera tout à fait possible de continuer à avoir ces utilisations sur Mac. Voilà, mon analyse de la chose. Je pense que même si aujourd'hui les performances sont peut-être pas encore tout à fait au niveau, ils doivent se dire qu'en développant des nouveaux types de processeurs qui sont conçus spécifiquement pour leur matériel non mobile, j'inclus les ordinateurs portables dans le lot, mais non mobiles, ils pourront fournir ce type de puissance. Mais à voir, peut-être que dans un temps peut-être plus proche, ça peut vouloir dire des MacBook Air ou même des MacBook Pro qui auront encore plus d'autonomie, qui tiendront 20 heures, est-ce que je sais, moi, ce genre de choses, parce que ça, c'est la vraie force des processeurs de ce type-là, quoi. Bon, écoutez, voilà un gros morceau sur Apple. On va encore en parler dans une seconde avec la controverse avec l'app Hey. On va vous faire le détail là-dessus. La controverse est résolue. Mais avant ça, je vais quand même vous mentionner une nouvelle fois le truc qui est la batterie de l'émission, c'est-à-dire Patreon. Patreon, c'est un site de financement participatif sur lequel vous pouvez aller pour soutenir l'émission. Comment ça fonctionne ? Vous décidez combien d'argent vous donnez. Le prix d'un café, le prix d'une bière, le prix d'une baguette, le prix d'un sandwich, ce que vous voulez. Et au bout du mois, la somme sera débitée en fonction du nombre d'épisodes qui est publié. Et la somme sera débitée et de cette manière, vous pouvez non seulement soutenir l'émission, vous engager pour que l'émission existe de la même manière que vous savez que le travail est difficile. Le travail est réel, on va dire comme ça. Il y a énormément de veille à faire, d'analyse, de compréhension, d'écoute. Et j'espère que ça vous rend service parce que ça vous permet de ne pas avoir à faire toute cette veille-là, de ne pas faire ce travail, et ça vous permet d'avoir un épisode d'1 heure environ qui vous résume tout ça chaque semaine pour que vous soyez vraiment au courant des choses importantes qui se passent sans avoir à vous emmerder plus que ça. En fait, c'est ça le rendez-vous tech. L'idée, c'est que vous vous dites, bon, j'écoute le rendez-vous tech, c'est bon, pas besoin de me soucier de quoi que ce soit d'autre au niveau de la tech. J'ai ça en 1 heure, je comprends tout ce qui est important à comprendre. Le reste, c'est de la tranquillité, en fait, le rendez-vous tech. C'est un service de tranquillité. Et Dieu sait que la tech, c'est important de la comprendre, parce que si on ne comprend pas ce qui se passe dans la tech, on est à la ramasse sur ce qui se passe dans le monde, dans la société, bien sûr dans les gadgets, mais dans la communication, dans les relations entre nous, dans la distribution, dans la politique, dans la publicité, dans tout, la technologie, tout ça touche à tout, donc il faut savoir. Et c'est pas facile.
si vous écoutez le Rendez-vous Tech, j'espère que vous n'avez pas à vous soucier de tout ça. Donc, si ça vous rend ce service, peut-être que vous dites, bah ouais, ça vaut un petit dollar par épisode, pourquoi pas. Et si c'est votre cas, si vous appréciez l'émission, si vous l'écoutez depuis un moment, eh ben, je vous encourage à aller sur patreon.com/rdvtech et faire ce geste qui est mi-militant, mi-rétribution du travail accompli. Et pourquoi pas, c'est ce que je dis souvent, pourquoi pas faire ce petit geste. C'est pas des sommes énormes. Vous pouvez faire $1, $2, $3 par épisode, vous choisissez. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Il n'y a absolument aucune période d'engagement ou ce genre de choses. Et en plus de ça, vous avez des bonus assez sympathiques. Les émissions sans pub, sans promo. Là, cette promo qui est au milieu, eh ben, elle disparaît du flux privé que vous avez quand vous êtes contributeur. Vous avez accès, en fonction du niveau auquel vous donnez, à d'autres bonus, comme une communauté super cool, hyper bienveillante, à laquelle vous pouvez participer, et plein d'autres choses. Donc, le lien est dans les notes de l'émission. Quand vous rentrez chez vous, quand vous laissez les clés dans le petit bol en arrivant, ça fait cling, et là, vous vous dites « Ah, Patrick !» Cling Patrick, ce moyen mnémotechnique imparable, Cling Patrick, patreon.com/rdvtech, et vous mettez la somme que vous voulez. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Alors, un dernier petit truc sur Apple pour vous parler de cette grosse controverse qu'il y a eu avec l'application Hey, qui est une application de mail. En gros, c'est une application de mail avec abonnement. Peu importe la nature de l'application, Apple a refusé l'application sur son App Store parce qu'il disait qu'il fallait que l'application propose la fonctionnalité de paiement par Apple Pay dans l'application et qu'il ne pouvait pas rediriger les utilisateurs vers le site web pour qu'ils s'abonnent. Vous savez que c'est cette question de si on utilise l'App Store, il faut que l'option de payer par Apple Pay soit disponible pour que Apple ait ses 30%. Et Hey a fini par trouver un accord, je vais vous passer les détails, mais en gros ça a relancé la question, encore une fois, de ce monopole, entre guillemets, d'Apple sur son App Store. Et c'est compliqué d'utiliser le monopole parce que, de fait, iOS n'est pas un monopole. Android est beaucoup plus utilisé dans le monde et dans tous les pays que les appareils d'Apple. Donc, dans le marché du mobile, ils n'ont pas de monopole. Mais sur le marché d'Apple, ils ont évidemment le monopole. C'est le seul App Store. Et du coup, est-ce qu'ils abusent de leur monopole ? Est-ce que c'est même un monopole ? C'est compliqué de répondre à cette question. La chose qui complique encore plus les choses, c'est que ils ont des services qui sont en concurrence avec d'autres services qui sont disponibles par l'App Store, des services comme Spotify par exemple. Il y a Apple Music qui est en concurrence avec, etc., etc. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai oublié de le signaler, mais dans la conférence, on a vu aussi d'autres nouveautés sur iOS que j'ai oublié de mentionner. On va pouvoir choisir son application de mail et son navigateur par défaut. Donc on pourra avoir la concurrence qui s'effectue effectivement au niveau des mails et des navigateurs sur iOS. Enfin, quid des applications de musique par exemple ? Est-ce que la musique sera traitée de manière un petit peu différente, etc. Quoi qu'il en soit, l'important à retenir, c'est que le débat continue à faire rage. Apple est en train d'être investigué par l'Union européenne pour des questions de concurrence exactement de ce type. Personnellement, mon avis sur la chose a un petit peu évolué, mais aujourd'hui, je suis à un niveau où, en fonction de la journée où vous allez me poser la question, ma réponse va être différente. Parfois, je vais vous dire, bah oui, mais c'est l'écosystème d'Apple, il fonctionne justement grâce aux décisions drastiques d'Apple, et c'est bien leur droit de décider comment ce système fonctionne et d'imposer les règles qu'ils veulent. Et le lendemain, je vais vous dire, ah bah oui, mais quand même, on n'est plus en 2009. Ces outils ont évolué énormément ces 10 dernières années. Et Apple a de fait une mainmise sur l'une des plus grosses plateformes en termes de génération de revenus de la mobilité. Et donc, peut-être qu'il faudrait les forcer à ouvrir un petit peu la porte et que 30%, c'est tellement énorme. Ça devient un poids substantiel. Et est-ce qu'ils fournissent un service qui est relatif, équivalent à ces 30% qu'ils prennent, mais en même temps, c'est leur droit. Donc là, je suis plus hésitant. Et vous m'auriez posé la question il y a 3 ou 4 ans, j'aurais dit, bah non, Apple, ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ma réflexion a un peu évolué à ce niveau. Donc, bon.
En tout cas, la discussion est sur le tapis et elle continue à être scrutée de manière encore plus attentive. Et c'est pas la fin de cette histoire avec l'application Hey. Je pense que la problématique, c'est qu'ils sont pas clairs sur les critères. Moi, je trouve que effectivement, t'es un magasin, t'es un store, t'as le droit de choisir ce que tu mets dans ton magasin, c'est ton magasin. Donc, tu vois, je suis un distributeur, j'ai des règles, j'ai mis des critères, et donc du coup, selon ces critères-là, j'accepte ou j'accepte pas. Tu rentres dans les critères, bah, t'as le droit de vendre dans mon magasin. Tu rentres pas dans les critères, tu vends pas. Le problème, c'est que t'as l'impression effectivement que les critères sont fluctuants en fonction des gens et en fonction des temps aussi, du temps. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu comme toi. En fonction du moment de la journée, tu fais passer ton appli. Parfois ça passe pas, et tu comprends pas trop pourquoi. Et je pense que le problème, il est vraiment là. Tu as complètement raison. Et d'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils allaient ajouter un petit peu de clarté dans leurs règles, à voir s'ils le feront. Mais ce manque de clarté est hyper clair, parce que et ce manque de clarté est clair, bravo Patrick, mais parce qu'il y a certaines catégories d'applications qui ont le droit d'utiliser ce type de fonctionnalité, de ne pas proposer la vente par Apple, c'est les applications type lecteur. On a Audible, Comixology, Kindle, ce genre de choses. Mais pour Apple, une application de mail, ça ne rentre pas dans cette catégorie. Pourtant, il y a d'autres applications comparables à Hey qui, en théorie, ne rentrent pas dans cette catégorie, mais qui peuvent ne pas proposer de moyen de paiement dans l'app et donc qui ne le mentionnent pas, mais dont on sait qu'il faut aller sur le web pour alimenter l'application. Comme je le disais, Kindle et autres. Donc oui, tu as tout à fait raison, le manque de clarté est un gros problème et il faut qu'ils travaillent là-dessus, ça c'est certain. Et d'ailleurs, ils ont annoncé qu'il y avait des mouvements dans ce sens pour aider les développeurs à faire appel d'une décision, parce que c'est un peu le coup près. Et quand tu es un développeur et que Apple n'accepte pas de mettre ton app, t'es foutu, quoi. C'est une grosse source de revenus. Donc, t'es foutu. Et surtout, on aime Apple, on aime beaucoup Apple. On est en train de mettre notre appli sur le store. J'aime beaucoup Apple, ils font des choses très très bien. mais c'est ça qui est terrible, c'est que il est pas du tout impossible que la raison pour laquelle l'App Store et l'écosystème Apple génèrent tellement d'argent pour les développeurs, c'est parce qu'Apple est tellement despotique. C'est qu'ils ont une vision et qu'ils l'implémentent sans pitié, en fait. Et c'est vrai que l'écosystème Apple génère des revenus pour les développeurs de manière complètement disproportionnée par rapport à l'écosystème Android où les choses sont un peu plus libres. Donc, c'est difficile comme débat, quoi. Bon. Alors, quelques news en plus, bien sûr. D'une part, vous connaissez le service de streaming Mixer de Microsoft, le service de streaming de jeux vidéo. Eh ben, il va fermer dans 1 mois, après avoir payé des énormes streamers des millions et des millions de dollars pour qu'ils viennent de Twitch, qui est la plateforme de streaming de jeux vidéo la plus utilisée. Là où c'est intéressant, c'est qu'ils vont avoir une sorte de partenariat avec Facebook Gaming, qui est un petit peu en train de monter en puissance. D'ailleurs, Facebook Gaming s'est vu refuser son application sur l'App Store à de multiples reprises, il semble, d'après les rumeurs. Mais donc, ça veut dire que Facebook met vraiment le paquet sur le gaming. Est-ce que ça va beaucoup les faire grossir de recevoir les comptes de Mixer ? Je ne suis pas convaincu, mais en gros, Mixer jette l'éponge. Nintendo, toujours dans le jeu vidéo, serait en train de considérer l'arrêt du développement, ou en tout cas de se concentrer beaucoup moins sur les jeux sur smartphone, se concentrant sur la Switch, qui a eu énormément de succès, bien sûr, ces dernières années. C'est important parce que ça veut dire que c'est l'un des derniers développeurs traditionnels, de jeux vidéo traditionnels, PC, console, qui a tenté de s'imposer sur le mobile et qui, là encore, jette un petit peu l'éponge, il semble. Il y en a encore quelques-uns qui sont sur les rangs, mais ça semble confirmer que le fossé entre les usages et les fonctionnalités entre jeux sur mobile et jeux traditionnels n'est pas en train de se combler, ce qui est un enseignement intéressant. Et puis ensuite, toujours dans ces histoires de communication et de réseaux sociaux, Twitter a annoncé qu'ils allaient implémenter une fonctionnalité pour ajouter des petits clips de 140 secondes, donc environ 2 minutes, des clips audio au tweet. Et c'est marrant parce que moi, j'ai été très enthousiaste à cette annonce et il y a eu énormément de négativité dans les réponses. Moi, je trouve ça très cool. Alors, je suis quelqu'un qui aime l'audio parce que je fais du podcast, donc ça me parle forcément. Mais il y a eu plein de gens qui ont eu des réponses négatives, enfin même à mes commentaires là-dessus, qui disaient « Ah, mais j'ai
j'ai pas besoin d'audio dans les tweets, ça va être encore un moyen pour les gens de m'envoyer des trucs de harcèlement, les gens de se plaindre. J'ai trouvé cette réaction hyper négative et un peu surprenante pour être honnête. Ouais, ça me paraît plutôt cool, mais j'ai l'impression d'être un peu seul. Moi je suis assez mitigée aussi. Twitter étant quand même une plateforme très il y a quand même pas mal de violence et c'est assez Toxique, intense comme plateforme comparé à d'autres. Tu dis si on rajoute l'audio, tu le vois hein, quand les gens jouent en jeu en réseau et qui se parlent, c'est encore plus souvent t'as la parole plus facile. Plus facilement haineuse et violente qu'en plus il faut l'écrire. Donc je suis mitigée. J'aime bien l'idée de l'audio aussi, je trouve ça sympa, mais ça fait peur aussi. Tu dis est-ce que ça va pas effectivement ouvrir encore la porte à encore plus de violence. Alors écoute, moi je vais proposer l'argument inverse. Je trouve que justement l'écrit c'est un peu froid. On est soit face à son clavier et on ne s'entend pas parler. Alors qu'en audio, on doit vraiment dire les mots. On doit les externaliser. Tu vois, ça ne vient pas direct de ce qu'il y a dans ta tête. Tu dois les formuler. T'es à l'inverse de moi, mais le truc, c'est que quand tu dois le dire, ça devient beaucoup plus intime. Et d'une part, ça fait un filtre quand ça sort de ta bouche. Je crois qu'il y a un petit peu un filtre, sauf quand tu es en train de déconner avec tes potes sur les jeux. Je suis d'accord, là, c'est souvent toxique. Mais surtout, ça fait beaucoup plus passer le ton et l'émotion que tu mets dans ton message. Parce que sur le texte, c'est très froid, c'est très neutre, et donc tu peux mal comprendre les choses. Alors que quand tu dis les choses avec la voix, quand tu les entends, ça fait passer. Ça peut éviter certains quiproquos, je suis d'accord. Parce qu'avec le ton, tu peux éviter certains quiproquos. En revanche, je suis pas du tout d'accord avec toi, et j'ai le sentiment que tu parles plus vite. Et tu dis plus vite des choses que avant même de réfléchir, alors que quand tu écris, étant donné que ça te prend plus de temps, tu réfléchis à ce que tu dis. Mais chacun, c'est très subjectif. Hein. Bah écoute, on verra. Une note pour dire que l'aspect accessibilité a été signalé aussi et qu'ils vont prendre la chose en compte. Ils espèrent avoir à terme une fonctionnalité pour la retranscription de la voix en texte. Pour les personnes qui n'entendent pas, qui sont sourdes ou à comment on dit, audition réduite, qui entendent mal en tout cas. Voilà, on verra ce que ça donne. Quelques petits trucs de tech assez enthousiasmants. Starlink préparerait sa bêta fermée. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est la société c'est la section de SpaceX de Elon Musk qui veut proposer de la connexion Internet par satellite. Et je trouvais ça... on a beaucoup parlé de la pollution visuelle, etc. C'est un peu controversé ce sujet, on pourrait y revenir, mais... la connexion par satellite, en fait, c'était un petit peu théorique pour moi, jusqu'à ce que j'aille faire ce week-end une balade dans vraiment les recoins perdus de la campagne où eux, ils n'ont pas la fibre. Alors, ils ont un petit peu la 4G, mais ils n'ont pas la fibre. Donc oui, c'est la Finlande. Hein. La campagne perdue, c'est quand même notable, c'est quand même particulier. Mais du coup, je me suis dit, dans toutes les campagnes du monde, si on a un système de quelques dizaines de milliers de satellites, c'est des satellites en basse altitude, à environ 500 km, si on a des dizaines de milliers de satellites qui couvrent où qu'on soit sur Terre, avec une connexion, je me suis renseigné, la connexion, elle devrait être à peu près 20 millisecondes de latence, donc c'est une connexion assez rapide, très utilisable, et ça pourrait monter à 400-500 mégabits seconde. Alors, on n'est pas au gigabit, mais on est à des niveaux qui font rêver des personnes. C'est pas un remplacement de la fibre, mais on est beaucoup plus proche de la fibre que de la DSL, évidemment. On est peut-être à des niveaux comparables à du câble, qui est déjà très, très bon. Et imaginez, où qu'on soit dans le monde, où qu'on soit, on peut avoir une connexion de ce type, mais ça ouvre des possibilités incroyables. Et on parlait de travail à distance ces dernières semaines. Moi, je trouve ça, en fait, beaucoup plus enthousiasmant, cette réalisation qui est évidente. Mais et on parle de ça, mais il y a bien sûr d'autres usages, évidemment, comme la question des pays en voie de développement qui pourraient avoir des connexions sans avoir besoin de mettre en place les infrastructures. Enfin, il y a plein de possibilités que ça ouvre.
et je suis pas sûr de comprendre pourquoi j'y avais pas pensé avant, pourquoi je l'avais pas vu de cette manière avant, mais aujourd'hui ça me paraît évident. Donc le potentiel est très très gros, quoi. Et ça arrive là, ça arrive dans les pour les consommateurs, je sais pas, dans 2-3 ans ça sera disponible, c'est fou. T'auras plus d'excuses pour te dire je vais au fin fond de la Finlande, je serai pas connecté, tu pourras pas me joindre. Bon, il faut quand même avoir l'appareil pour se connecter, c'est pas sur n'importe quel téléphone à ce stade, mais peut-être qu'à terme ça pourra être miniaturisé. Boston Dynamics, vous savez, c'est la société qui fait les robots terminatoresques. Vous savez, le robot qui ressemble à une sorte de chien sans tête, le Spot, eh ben, on peut désormais le louer pour... pardon, il y a un kit de développement pour $74 000, mais ça veut dire que les sociétés peuvent l'acheter et le payer. C'est un petit peu fou, quoi. Ça y est, les robots arrivent, mais les vrais robots, je sais pas, ça commence. Ça y est, ils arrivent. Ils arrivent, exactement. Ils arrivent. Google a annoncé un partenariat avec Parallels, qui est une société qui développe des logiciels d'émulation et de virtualisation d'autres OS. En gros, ce qu'ils vont faire, c'est amener les applications Windows sous Chrome OS. Ce qui est assez fou. Alors, c'est uniquement pour les appareils d'entreprise à ce stade, et ça va commencer à l'automne, mais avoir des appareils sous Chrome OS qui peuvent faire tourner des applications Windows, c'est ça étend les possibilités de Chrome OS, et Parallels, ça marche super bien. Sur Mac, en tout cas, il faut avoir un processeur qui peut faire tourner, mais ça marche super bien. Donc, Chrome OS, avec les applications Windows, je pense que ça va faire pousser des cris de joie à certains. Ouais, c'est une grosse déclaration de guerre là de Google. Hein. Mais ouais, c'est là, leur OS, quoi. Sur le cœur de terrain de Windows. De Microsoft, complètement. Cameo, je vous en parlais, vous savez, c'est le service qui permet de payer quelques dizaines ou quelques centaines de dollars pour avoir un petit message d'une célébrité. Eh bien, ils vont désormais proposer une fonctionnalité Cameo Live, où on peut payer, alors c'est beaucoup plus, mais vous avez un appel Zoom ou autre avec une célébrité pendant 10 minutes. J'imagine que ça va coûter un peu cher, hein, ça va être quelques milliers de dollars, mais là encore, imaginez, alors ça va faire rigoler certains, mais évidemment, ça ne va pas être les plus grosses stars de la Terre qui vont faire ce genre de choses. Mais imaginez, vous avez une personnalité du sport que vous aimez, ça va pas être Ibrahimovic ou je sais pas, les gros, mais une personnalité que vous suivez qui est sur Cameo, vous avez un anniversaire ou une fête des mères ou une fête des pères, vous pouvez faire un petit Zoom call de 10 minutes avec cette personne. C'est un super cadeau, c'est un truc super sympa. Je sais pas, moi je trouve ça vraiment enthousiasmant. $15 000 pour 10 minutes pour certains. Combien $15 000 pour Jeremy Piven. Ouais, mais Jeremy Piven, c'est quand même une star de la télé. Il est un peu connu, tu vois. C'est bon. Bah attends, je vais regarder s'il y a Brad Pitt. Il a pas dit que je trouve pas $15 000. Ouais, sauf qu'à mon avis, Brad Pitt, ça sera pas que $15 000, tu vois. Là, c'est les prix dépendent. Non, $15 000, c'est pour des stars comme Jeremy Piven, Patrick Béja, tu vois, ce genre de personnes. Donc, mais ça peut être intéressant quand même. Ça doit combien là $15 000, mais moi, c'est 15 minutes sur Zoom. Non, tu rigoles, Patrick Béja, c'est gratuit dans le rendez-vous tech toutes les semaines. Donc, on est ensemble assis à la table en train de prendre notre café, tous ensemble. On est quelques dizaines de milliers là, donc c'est bien plus pratique que Cameo. Et enfin, Uber a lancé une option, un nouveau business en fait pour proposer leur service, leur software aux agences de transport public. C'est intéressant de voir Uber s'intéresser justement à un autre type de business et essayer de proposer leur infrastructure à d'autres services. C'est une idée qui est assez intéressante avec la généralisation de ce type de fonctionnalités, d'utilisation de fonctions. Moi, je sais que, par exemple, là encore, je parle de ma campagne, mais la mairie, l'administration locale pourrait utiliser ce type de choses pour
offrir des services aux administrés sans avoir à mettre en place des bus traditionnels. Ça pourrait être un business intéressant parce que je suis sûr qu'il y a plein d'administrations qui pourraient l'utiliser, quoi. D'administrations ou d'autres, des sociétés. Malin. C'est super malin. Ouais, je trouve aussi. Bon, écoutez, on va parler quand même très très rapidement de sujets sérieux, mais on va juste faire l'expédition rapide. Je vous ai promis pas trop de sérieux et que du fun. La loi Avia a été, on va dire, retoquée par le Conseil constitutionnel. En gros, ce que disaient les gens qui étaient préoccupés par la loi Avia, c'est-à-dire l'effet de censure provoqué par la dureté des sanctions. Pour ceux qui ne se souviennent pas, la loi Avia demande aux réseaux sociaux et aux opérateurs du net de retirer les contenus manifestement illicites sous 24 heures, sans quoi ils auraient une amende qui peut atteindre quelques points de pourcentage de leurs revenus mondiaux. Et donc, certains disaient, avec un argument que je comprends, que ça pousserait ces opérateurs de services à prendre des décisions qui allaient du côté de la sécurité pour pas se prendre l'amende, et c'est ce qu'a dit le Conseil constitutionnel. En gros, la loi Avia s'effondre et elle va devoir partir directement, retourner au Parlement pour être soit réécrite, soit revue, on ne sait pas, mais la loi Avia ne sera pas mise en place. Toujours au niveau législatif, aux États-Unis, on parlait de la section 230 il y a quelques semaines, ou même la semaine dernière. En gros, il y a un amendement à cette loi, je parle par approximation, mais qui a été considéré par certains comme une grosse menace pour les réseaux sociaux, et certains ont dit que, au contraire, ça n'avait aucune incidence sur leur fonctionnement. Ce qu'elle dit, cette loi, c'est que les réseaux sociaux et les opérateurs du net vont devoir appliquer leurs conditions d'utilisation également à toutes les tendances politiques. Vous vous souvenez, on en parlait il y a 1 ou 2 semaines, c'est une préoccupation du président Donald Trump notamment, suite à la labellisation de ses tweets sur Twitter, il y a quelques semaines de ça. Et donc, les républicains aux États-Unis s'estiment ciblés par une discrimination, et donc ils vont introduire cette législation, dont on verra si elle va passer, mais qui va imposer aux réseaux sociaux et aux opérateurs de se tenir à leurs conditions d'utilisation sans discrimination, on comprend, de tendance politique. Donc ça ne change pas vraiment la nature de la loi et de la section 230, elle offre toujours les mêmes protections, mais ça donne aux utilisateurs la possibilité de faire un procès aux réseaux sociaux, non pas pour dire qu'ils ont été censurés, ou on va dire que leurs contenus ont été retirés ou censurés, mais pour dire que le réseau social applique ces retraits d'informations, ces labellisations d'informations de manière différente en fonction des tendances politiques. Et donc, peut-être que ça va donner lieu à un procès qui mettra un point final à cette discussion qui, à mon sens, est un petit peu surfaite et un petit peu, un petit peu artificielle de la part de la droite américaine, mais ça pourrait amener la chose devant les tribunaux une fois pour toutes. Et enfin, dernier sujet sérieux, c'est les apps de traçage. L'Europe a décidé de systèmes d'interopérabilité entre les apps de traçage, sauf que la France, n'utilisant pas le système qu'utilise le reste des pays européens, qui est plutôt décentralisé, la France ne peut pas prendre part à ce système interopérable. Et la chose la plus surprenante dans tout ça, c'est que le Royaume-Uni, qui avait développé une application avec un système plutôt centralisé comparable à la France, a fait marche arrière et a décidé d'abandonner complètement ce système pour adopter le système qu'utilisent les autres pays européens, et donc un système plutôt décentralisé, le système proposé par Apple et Google, dont on parle depuis des mois maintenant, et qui est le système sans doute qui offre le meilleur compromis.
Du coup, la France se retrouve isolée sur ce truc et la décision d'utiliser ce système qu'utilise la France est de plus en plus incompréhensible. Peut-être qu'ils ne peuvent pas faire marche arrière désormais, mais on est vraiment dans une situation qui est loin d'être idéale. On va dire les choses comme ça. Et voilà, est-ce que tu as un mot à ajouter, soit sur la loi Avia, soit sur la section 230, soit sur l'app de traçage interopérable, soit sur tout, hein. Tu choisis avant qu'on conclue. Ça serait trop long. Bon, je crois que tu es contente que la loi Avia se retrouve retoquée, si je me souviens bien de nos conversations sur le sujet. La façon dont elle était écrite, ouais, exactement. Après, j'ai quand même envie qu'il se passe des choses, mais la façon dont elle était écrite me paraissait pas convenir non plus. Bon, peut-être qu'elle pourra revenir avec une sanction financière qui serait substantielle mais moins importante pour que ça soit pas, ou une urgence moins rapide ou ce genre de choses. Peut-être qu'elle reviendra, on verra. Bon, écoute, merci d'avoir participé à cet épisode avec moi, Gaëlle. Qu'est-ce que tu fais de beau sur Internet? Où est-ce qu'on peut te retrouver si les auditeurs en veulent un petit peu plus? Merci, c'est toujours un plaisir. Et écoute, moi je suis sur les réseaux. On peut me trouver sur Twitter @gmgirardo ou sur les réseaux Facebook, Instagram, plutôt au travers de Coud, donc @coud_fr. Coud, c'est COOD. Voilà, avec qui on fait tout ce qui est éducation au numérique. Donc ça va dans le même sens. Super, coud.fr, merci beaucoup. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également aller commenter sur frenchspin.fr si on a dit des choses intelligentes ou intéressantes dans l'émission. Et bien sûr, vous pouvez soutenir sur patreon.com/rdvtech. N'oubliez pas, si vous appréciez le service que vous rend le Rendez-vous Tech, ça serait hyper apprécié justement que vous contribuiez pour aider l'émission à continuer à être disponible pour tout le monde gratuitement. Si c'est un service que vous estimez avoir de la valeur, j'apprécierais que vous donniez un petit peu de cette valeur en retour. Patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission. Et on se retrouve alors normalement avec un épisode un petit peu spécial la semaine prochaine, un épisode sur un sujet bien spécifique. J'espère que ça vous intéressera. On verra si on a de l'actualité ou pas à ce moment. Il est possible qu'on garde ça pour la semaine suivante, mais je vous dirai ça la semaine prochaine. Et dans tous les cas, on revient tout début du mois suivant avec un épisode avec les amis Jérôme, Cédric et Corben. J'espère qu'ils seront disponibles. Je vous dis à très très vite. Ciao à tous. Quand j'ai appris que UBS était une banque engagée dans l'investissement responsable, j'ai souhaité en savoir un peu plus. Car investir l'argent que j'ai mis de côté, pourquoi pas, mais à condition que ce soit pour l'environnement, l'éducation ou les énergies renouvelables. Bref, des investissements qui vont dans le sens de mes valeurs. Alors oui, vous allez me dire, toutes les entreprises se mettent à l'investissement responsable maintenant, c'est la mode. C'est vrai, mais UBS c'est une banque qui s'engage sur ces questions qui rythment notre quotidien depuis les années 50. Grâce à eux, je trouve enfin des réponses optimistes aux enjeux de demain.